Bonjour à tous, bienvenue à notre émission hebdomadaire 100% marché. Bon alors après les corrections au début du mois de février, les marchés ils ont légèrement remonté, tout ça malgré l'inflation qui a monté un peu. Donc on va se poser aujourd'hui la question, quelles actions profitent en fait de cette situation et peut-être vont le faire aussi dans l'avenir, dans les prochaines semaines qui viennent. Donc on va analyser ensemble le CAC 40, Air France, Publicis Group, le S&P 500 et Airbus. Les invités aujourd'hui dans le studio sont à ma gauche le responsable des programmes à l'école de la bourse, Gérard Ampeau. Bonjour mon cher Falco, bonjour mon cher Laurent, bonjour à tous. Bonjour Gérard. Et à ma droite, le président de la FAT, Laurent Albi. Bonjour Falco, bonjour Gérard, bonjour à tous. Voilà, on va commencer tout de suite notre émission avec la première rubrique qui s'appelle le bilan de la semaine. Alors Gérard, explique-nous. Il y avait la correction, après ça remontait. Pourquoi tout ça en fait? Pourquoi tout ça? Tout simplement parce qu'il y a déjà beaucoup de capitaux sur les marchés. Les liquidités déversées par les banques centrales sont entre les mains d'un certain nombre d'investisseurs. Et donc les investisseurs jouent à saute-mouton. Ils achètent une fois les actions, une fois les obligations, une fois les émergents, une fois les crypto-monnaies. Donc il ne faut pas s'étonner qu'après la très forte correction et le très fort épisode de volatilité il y a 8 jours, il y ait eu ce rebond et ce retour vers les actifs risqués parce que les investisseurs ont peur de rater la hausse. Et donc ils se repositionnent. Et le rebond a eu lieu tant à Paris, à New York. Il y a une exception qui confirme la règle. À Tokyo, il n'a pas eu lieu la semaine dernière. On a encore baissé de 0,80%. On fait en quelque sorte du surplace à Tokyo. Mais partout ailleurs, on est revenu sur les actifs risqués en espérant que l'année 2018 serait une année qui confirmerait la croissance économique et le retour de l'inflation. Mais on en reparlera. Mais on n'est pas encore revenu au plus haut en fait de but. Non, il reste encore une marge, oui, absolument. D'accord. Okay, donc ça va nous confirmer, j'imagine, Laurent. C'est un saute-mouton en fait. C'est un saute-mouton, oui. J'ai appris un nouveau mot, super. Bon, on va regarder tout de suite les CAC 40 avec Laurent alors. Oui, alors effectivement, Falco, il reste de la marge pour retourner sur les précédents sommets. Vous voyez le chart, nous avons assisté à un rebond très dynamique qui a duré 3-4 jours. Comme Gérard le soulignait, sur le CAC, mais sur l'ensemble, sur la plus grande partie des indices. On est maintenant dans une zone de résistance. D'abord, regardez, c'était une zone de support et par le truchement du principe de changement de polarité, lorsqu'une zone de support est enfoncée, elle devient résistance. C'est le premier élément. Deuxième élément, on a une moyenne mobile à 200 périodes qui avait bien par le passé arbitré les creux. Regardez ici en septembre et en décembre et elle vient également juste au-dessus de la séance d'hier en tant que résistance potentielle dynamique. Troisièmement, on a un retracement. Alors regardez le rebond ici, c'est à peu près 8% de hausse et on revient sur 50% de la baisse précédente. C'est un niveau qui est important. Et puis quatrièmement, alors ce n'est pas sur le chart, mais pour ceux qui aiment Ishimoku, qui est une méthode d'analyse japonaise, on a une Kijun, c'est un peu jargonneux, mais encore une fois, ceux qui connaissent Ishimoku comprendront, qui vient juste au-dessus de cette petite moyenne mobile à 200 périodes. Pourquoi c'est important? Parce que dans ce genre de contexte, les Kijun sont des résistances extrêmement fortes. En synthèse, on a beaucoup baissé, on a beaucoup remonté, on a fait à peu près la moitié du chemin. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il y a trois scénarios. Le premier, celui auquel je crois le moins, le marché va continuer de monter en ligne droite. Deuxième scénario, on va repartir à la baisse, chercher le gap haussier vers 5200 points. Et là, on va peut-être remonter et franchir pour de bon ce niveau de résistance qui est très important. Troisième scénario, c'est a priori celui que je privilégie, on va retourner tester les 5075 points parce que quand on a eu une baisse pareille, le marché a besoin d'évoluer dans son consensus, de former une figure de retournement et si on retournait vers 5075, 5025, alors il y aurait des opérateurs qui repasseraient à l'achat et là pour le coup on aurait peut-être une base à partir de laquelle un véritable rebond, c'est-à-dire qui pourrait emmener le marché vers les précédents sommets, vers 5550 pourrait avoir lieu.
En synthèse, donc, on est dans une consolidation, il n'y a pas de direction, c'est très tactique. On va essayer de vendre les résistances, de payer les supports. La semaine dernière, on a payé le support, on a bien fait parce qu'on avait un stop très proche. Cette semaine, on vend cette résistance parce que, encore une fois, on a un stop qui est très proche et je ne crois pas de toutes les manières que le marché est capable de franchir ce niveau très important du premier coup. Donc, on a choisi Falco cette semaine pour le CAC 40, un turbo put, et c'est le O4DKB. Merci beaucoup Laurent. Tu parlais tout à l'heure du Ishimoku. Donc l'analyse technique. Donc je voulais juste vous dire, vous pouvez retrouver Laurent aussi jeudi soir 18h dans le webinaire où on pourrait aussi parler du Ishimoku si vous avez des questions là-dessus. En fait, donc c'est un truc assez spécial, l'analyse technique. Donc on est là pour vous pour expliquer tout ça. Donc avant que je vous présente cette turbo put sur le CAC 40, n'oubliez pas que les produits présentent un risque de perte en capital en cours de vie et à l'échéance. Et je vous invite fortement d'aller sur notre site produitsbourse.bnpparibas.fr pour vous former avant d'investir. On a mis à votre disposition des vidéos, des brochures pour apprendre tous sur nos produits avant d'investir. Donc alors, le CAC 40, un turbo put qui a le code mnémonique 04DKB qui a ce matin un effet de levier de 33,38 en échéance de 18 mai 2018 et son prix d'exercice des activantes c'est à 5375. Tout ça, point de prix de vente ce matin de 1,63 € pour un CAC 40 à 5272,27. Voilà, et on continue le bilan de la semaine avec Gérard. Alors, deuxième point, c'est tout simplement le retour sur deux marchés, le marché obligataire et le marché action, qui nous disent enfin, qui nous tiennent enfin le même discours. L'un et l'autre nous disent qu'il y a de la croissance économique. Cette croissance économique est plutôt mondiale et donc il faut s'attendre à un léger retour de l'inflation. Donc, j'affirme ici que la croissance économique est mondiale, l'inflation américaine. On trouve seulement une inflation d'un assez bon niveau quand on regarde un peu les différents indices. Un peu aux États-Unis. C'est bien normal, ça fait quasiment 8 ans que la croissance économique est revenue aux États-Unis. Et maintenant, quand on essaie de préparer le coup d'après, je crois qu'il faut se poser la question suivante. Est-ce que la croissance économique ou l'espérance de forte croissance économique en 2018 dans quasiment toutes les régions, qui a servi de force de rappel juste après la correction d'il y a 8 jours, qui a permis au marché de rebondir, est-ce que cette croissance économique est vraiment importante, forte, ou est-ce qu'elle est surestimée? Et puis, deuxième question, qui est le corollaire de celle-ci, est-ce que l'inflation, elle aussi, n'est-elle pas un peu surestimée? Parce qu'on est un peu, on a ressenti de l'émotion quand on a vu arriver un certain nombre de statistiques, de chiffres qui étaient supérieurs à ce que l'on attendait, ce que le consensus attendait. Et donc, si les deux sont légèrement surestimés, attention. Espérons que dans un premier temps, on s'apercevra que l'inflation est surestimée, et dans ce cas-là, ça ferait baisser les taux et ça permettrait au marché action de se tenir. Si au contraire, on s'aperçoit que la croissance économique est surestimée, là, la correction, elle ferait mal, et tous les puts de Laurent risquent de croître et s'embellir dans ces cas-là. Attendons. Merci beaucoup Gérard, et on passe tout de suite au prochain point de la bilan de la semaine et avec les bons élèves en fait. Alors ils ont été nombreux et les situations spéciales tout autant, à la fois avec les performances extraordinaires d'Airbus sur lesquelles on reviendra au niveau de ses résultats. On s'interrogera pour savoir si on peut espérer encore des résultats meilleurs en 2018. Air France, c'est un élève un peu turbulent qu'Air France, qui a à la fois a été soutenu au cours de l'année 2017 par les excellents chiffres du tourisme, l'économie qui repart, la consommation, y compris la consommation discrétionnaire, qui ramène un certain nombre, bien entendu, de passagers sur les vols Air France et de ses concurrents. Simplement, quand on regarde les résultats du groupe, qui se termine techniquement par une légère perte d'un peu plus de 200 millions, qui s'explique celle-ci, cette perte, par une provision qui a été faite pour le fonds de pension de KLM, eh bien on s'aperçoit qu'Air France est toujours un peu en deçà en termes de rentabilité par rapport à KLM, qui est beaucoup plus efficace, et puis que le niveau de taux de remplissage par fauteuil a un peu tendance à diminuer. Donc Air France nous laisse une impression mitigée au niveau de ses résultats, et bon, s'apprête à connaître des mouvements sociaux et a toujours des problèmes pour se restructurer, se réorganiser. Donc affaire à suivre, si j'en crois Laurent qui va revenir là-dessus. Danone nous annonce plutôt de bons résultats et nous annonce surtout que finalement
grâce à son bon positionnement sur les produits laitiers destinés aux enfants, en Chine, eh bien, il a choisi vraiment le bon véhicule de développement, puisque après le baby boom de 2016, fin de la politique de l'enfant unique, on a une demande très forte en Chine sur ce type de produit. EDF a surpris le marché agréablement en annonçant une amélioration de son bénéfice et en tous les cas surtout d'une distribution des dividendes supérieure à ce qui était attendu. Le marché était agréablement surpris. L'Oréal, on y reviendra, est une situation de plus en plus spéciale. Nestlé nous a déçus, je reviendrai aussi là-dessus. Renault, lui, file le parfait amour avec l'économie mondiale et profite de la croissance économique partout où il est installé. Et quant à Vivendi, j'évoquerai les difficultés à bien appréhender sa stratégie au moment où je reviendrai dans les tops et les flops. Merci beaucoup Gérard. Donc, on a parlé d'Air France. Qu'est-ce que l'analyse technique nous dit en fait sur Air France? Alors, sur Air France, on est sur un marché qui est potentiellement en train de se retourner. Rappelez-vous, 2017, c'est une année exceptionnelle pour le titre. De mémoire, je crois qu'il y a dû avoir une appréciation de 200%. Plus de 200. Et on voit sur le chart que tout d'abord, jusqu'en novembre, on a progressé de manière beaucoup plus lente. Après, entre novembre et décembre, le marché Air France n'est plus monté. Et puis, depuis le début d'année, nous sommes en présence d'une tendance baissière de court terme. Alors, il s'est passé quelque chose d'important sur le titre, c'est qu'il y avait une zone de support qui était importante. Elle était située entre 10,91 et 11,44 et cette zone a été littéralement pulvérisée puisqu'on est descendu beaucoup plus bas. Par la suite, nous assistons à une respiration et puis vous voyez cette grande bougie rouge qui montre qui englobe quasiment les 5 séances précédentes, qui montre que les vendeurs reprennent la main. Alors, une tendance qui est baissière, un marché à moyen terme qui est en train de se retourner, une zone de résistance qui fonctionne, vous l'avez compris, on est vendeur sur Air France. Le stop loss, je l'ai mis au-dessus de ce gap baissier que vous voyez ici à 11,44 parce que on pourrait assister non pas à la continuation immédiate à la baisse, mais à une consolidation latérale avant de repartir à la baisse. C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas mettre un niveau de stop trop serré parce que peut-être que cette dernière bougie rouge annonce la fin d'un premier cycle baissier qu'on va consolider avant de repartir. Donc, nous sommes vendeurs sur le titre, nous visons les 9 €, le stop loss est donc au-dessus de 11,45 et le varan, en l'occurrence un varan put, c'est le 28 BWB. Merci beaucoup Laurent. Donc un varan put 28 BWB en fait sur Air France KLM qui a ce matin un effet de levier de 5,21, son échéance de 15 juin 2018, son prix d'exercice 9,10 €, tout ça pour un prix de vente de 25 centimes pour Air France à 9,99 4. Et on va passer à notre prochaine rubrique qui s'appelle les tops et les flops. Alors Gérard, les tops et les flops cette semaine? Falco, comme il fallait s'y attendre, les tops sont spectaculaires. Eramet nous a bien entendu habitués à être toujours ou très souvent dans les tops. Il l'est une fois de plus avec un rebond spectaculaire. Là, c'est toujours le bon moyen en France de jouer les matières premières. Airbus, j'y reviendrai tout à l'heure à travers un focus. La Coface a doublé ses résultats l'année dernière. Donc on est vraiment là dans les entreprises qui ont tenu leurs promesses. Soitec, c'est le silicium sur petite barrette qui va nous permettre effectivement de communiquer plus aisément. Voilà une entreprise de taille intermédiaire qui grandit beaucoup, qui vise un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros et qui investit partout, il construit partout des salles blanches pour effectivement fabriquer ces différents produits. Eutelsat, c'est le bon élève de la classe des fabricants de satellites qui nous a quand même expliqué qu'il perdait les parts de marché face donc à un certain nombre d'autres technologies qui lui prennent des parts de marché. Les satellites ne sont plus vraiment l'alpha et l'oméga en matière de communication. Il y a la fibre aussi par exemple. Publicis, bonne nouvelle pour l'ensemble du secteur de la communication et de la publicité, parce que les clients
augmentent leur budget publicitaire. Nous sommes en période de reprise économique, il faut aller conquérir des clients, des consommateurs nouveaux, donc les budgets augmentent. Et Publicis a annoncé la semaine dernière qu'il avait conquis un grand compte Daimler-Benz, qui est, tu l'avoueras Falco, quelque chose d'important à montrer au reste des investisseurs. Donc excellent résultat pour Publicis. Puis Dassault Systèmes. Dassault Systèmes, je pense qu'on sera amené à en parler beaucoup cette année, parce que c'est l'entreprise qui permet aux autres entreprises de s'adapter à la nouvelle norme numérique. Et donc, grâce à Dassault Systèmes, les entreprises se modernisent. Merci beaucoup Gérard, on va regarder tout de suite Publicis avec Laurent. Oui, Publicis, alors même si effectivement le titre est classé cette semaine dans la rubrique des tops, nous le vendons car vous le voyez, le titre est revenu sur une zone de résistance importante. Alors, premier élément, depuis le mois de juin, la tendance est baissière. Ensuite, deuxième élément, depuis le mois de novembre, nous assistons à une stabilisation des cours. Depuis le mois de février, hausse de 18%, depuis la zone de support ici à 53,30 jusqu'à la zone de résistance à 63 €. Là, vous le voyez, je vais zoomer un peu, on a assisté à la formation de petites bougies qui s'associent, qu'on peut associer à des dojis, et puis derrière, on repart à la baisse. Alors, on est donc dans un marché qui n'est pas directionnel, puisque la tendance, vous le voyez ici, est latérale. Comme l'a expliqué Gérard, il y a des éléments qui sont positifs sur Publicis. Autrement dit, pour le moment, nous sommes tactiques, c'est-à-dire que nous vendons la résistance. Attention, nous n'anticipons pas que le titre retourne sur la zone de support. Il y a une zone intermédiaire, une ancienne résistance à 58,56. Si le titre doit baisser, c'est vers cette zone qu'il le fera. Et là, pour le coup, il pourrait y avoir à nouveau des investisseurs qui viendront soutenir les cours pour éventuellement refaire partir le marché à la hausse. Donc sur Publicis, nous sommes vendeurs, c'est un trading range, c'est du swing, on vise 58,56, pas plus, attention, encore une fois, n'attendez pas que le marché rebaisse jusqu'en bas, il le fera à mon avis, il y a peu de chances qu'il le fasse. Et donc pour profiter de ce repli qui a commencé maintenant il y a 48 heures, nous avons choisi un turbo put infini et c'est le 59 BCB. Merci beaucoup Laurent. Donc Turbo Put Infini 59 BCB sur Publicis Group qui a ce matin se produit un effet de levier de 9,85. Son niveau de financement de 67,2039, son barrière des actifs ventes à 64,51. Tout ça pour un prix de vente de 63 centimes pour Publicis à 60,95. Et on retourne avec Gérard dans les flops. Les flops sont moins spectaculaires que le top, bien entendu, mais pourtant on va trouver un certain nombre de bateaux ivres. SES, qui est dans le secteur des satellites, vient de perdre sa tête, à la fois son PDG et son directeur financier, donc tout va mal, c'est le mauvais élève de la classe, et donc il souffre pour tous les autres. Tarkett, les moquettes ne font rêver personne et donc les résultats sont médiocres et Tarkett nous annonce que la hausse du prix des matières premières commence à le pénaliser, qu'il aura du mal à passer des hausses de prix. Air France, on l'a déjà évoqué. Crédit Agricole, lui, nous annonce qu'il va être pénalisé par une taxation exceptionnelle pour les grandes entreprises en France et qu'il souffre, comme d'autres banques, de la réforme fiscale aux États-Unis. Nexans, on a du mal à en croire ses yeux de le voir ici, parce que finalement l'entreprise va plutôt bien et simplement c'est de l'industrie. Je crois simplement que c'est effectivement un petit accident. Vivendi, le marché demande à voir et demande effectivement à ce que l'entreprise gère, le groupe gère ses problèmes en Italie, ce qui est loin d'être fait. On a une pépite qui s'appelle Universal Music, j'attire l'attention des uns et des autres là-dessus, qui pourrait être introduite en bourse aux États-Unis et qui vaut potentiellement très cher. Les banquiers d'affaires sont sur le coup. Et puis Vogue, mon petit bateau, Beneteau, qui a des résultats tout à fait conformes à ce qu'on attendait, dans un marché qui était un peu cher, a été un peu pénalisé. Simplement, là aussi, il y a peut-être un trou dans la coque. On a un peu de mal à trouver des salariés parce qu'on est en train de renforcer les équipes. Et puis, là aussi, un euro fort pourrait légèrement pénaliser ses exportations. Enfin bon, moins 1,9 sur la semaine pour Beneteau, c'est pas encore l'avarie. Non, c'est vrai. Jusque-là, ça coule pas. Touché, mais pas coulé. Voilà, exactement.
Merci beaucoup pour ces top et flop, Gérard. Donc, on va passer maintenant à l'annonce de heureux gagnant de notre jeu d'investisseurs de la semaine. En fait, cette semaine, il y avait une énorme performance qui était faite par un de nos participants dans le jeu. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Vous savez très bien que chaque semaine, tous les mardis, vous pouvez choisir votre produit sur notre site d'internet, rentrer le code numérique ou l'ISIN pour peut-être gagner cette jolie tasse. Regardez là, en fait, cette jolie tasse. Il y a certaines qui ont déjà gagné 3 fois en fait cette jolie tasse, et on se juste avant l'émission déjà discuté est-ce qu'on pourrait offrir à ce genre-là qui gagne plusieurs fois la tasse en fait, parce qu'aujourd'hui on a une cafetière, oui, c'est vrai, une tasse en or, on verra. Parce qu'aujourd'hui on a quelqu'un qui a gagné cette semaine, qui a déjà gagné cette jeu il y a 2 ou 3 semaines en fait. Donc on est très content de l'annoncer et je laisse l'annonce à Laurent. Alors effectivement, cette semaine on a un gagnant qui a fait vraiment un gagnant exceptionnel. Voilà. Un gagnant exceptionnel. Un gagnant exceptionnel. Alors un gagnant exceptionnel d'abord parce que c'est la 2e fois qu'il gagne. Ça veut dire que le premier coup c'était pas du bol, sans faire de mauvais jeu de mots, mais il a donc gagné pour la 2e fois, et cela avec un gain, tenez-vous bien, de 692% en achetant un Varan Call sur Airbus. Alors c'est Youssef qui habite à Dijon, et comme je suis toujours très admiratif devant les belles exécutions, là c'est véritablement magistral ce qu'a fait Youssef, parce que regardez, sur Airbus nous avions une zone de support. Alors c'était une vraie zone, une belle zone de support. C'était une résistance qui devient support 1 fois, qui devient support 2 fois, et qui devient donc support 3 fois. Sauf que la 3e fois, je vais zoomer un petit peu, on voit que le marché réagit très peu, puisqu'il revient sur cette zone, et puis le lendemain on voit qu'il refait une bougie rouge, mais c'est à ce moment-là que Youssef décide d'acheter. Je ne l'aurais pas fait moi-même, j'aurais attendu le jour d'après, voir l'apparition de ce marteau pour voir effectivement que le marché rejette cette zone à 82 €. En tout cas lui, Youssef, il n'a pas attendu, il a vraiment payé le support, et du coup quand par derrière on a eu cette envolée des cours avec ces très beaux bénéfices, Gérard, si je ne me trompe pas, c'était des bénéfices on a triplé les bénéfices de l'année précédente. Voilà, donc une nouvelle qui a véritablement créé un très gros décalage, 10% de hausse, et 10% sur l'action, ça fait plus de 600% sur le produit dérivé, le Varan en l'occurrence. Donc très belle exécution. Il a eu le nez creux, Youssef, il mérite peut-être 2 tasses cette semaine, Falco. Oui, on va regarder quelque chose. On va réfléchir. Certainement il y en a une, mais s'il gagne la 3e fois, déjà pour tout le monde qui a gagné 3 fois, on va réfléchir à faire quelque chose de très sympa. Donc félicitations à Youssef, cette tasse va partir aujourd'hui 692% dans un Varan Call qu'il a acheté à 14 centimes, il a vendu à 1,11 €, donc très belle performance, donc un bon trade. Mais il n'était pas seul en fait cette semaine, parce que bon, pas autant de performance, mais il y a d'autres qui ont gagné aussi, ils ont fait des bons choix en fait. C'était Laurent qui a fait aussi un Varan Call sur Airbus, 228%, c'était pas Laurent ici dans le studio, c'est un autre Laurent. Je ne suis pas le seul Laurent. Voilà, il y a plusieurs Laurent en France, heureusement. Donc après, il y avait Guillaume qui a fait il a choisi un Varan Call sur Kering, il a gagné aussi 126% avec son choix, donc je suis désolé pour vous, c'était des très belles performances, mais Youssef, il a tout fait exploser cette semaine, donc vraiment quel choix. Donc félicitations, les tasses et les mugs sont sur le chemin avec la poste. On va passer maintenant à notre prochaine rubrique qui s'appelle le Focus. Alors Gérard, croissance, inflation, les deux, un ou pas, on sera déçu, ou qu'est-ce qu'il faut espérer en fait dans les prochains jours, prochains mois en fait? En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que les chiffres que l'on a eu à la fois de la croissance anticipée à travers l'ISM manufacturier américain, qui est un indicateur plutôt avancé, parce que c'est l'industrie, parce qu'on est dans le cyclique. Et puis à travers les chiffres de la core inflation et de l'inflation globale ont été supérieurs à ce qui était attendu par le consensus. C'est pour ça qu'effectivement le marché attend beaucoup de la croissance économique et estime que l'inflation est un peu de retour au niveau des États-Unis. Comme je le disais tout à l'heure, on va quand même vérifier tout ça et essayer de bien mesurer pour savoir si on n'en attend pas un peu trop de tout ça. Juste un chiffre, la croissance potentielle américaine, c'est un
un calcul un peu théorique où on tient compte de l'outil industriel, de tout ce qui est capacité, d'utilisation des capacités de production. On s'aperçoit que cette croissance dite théorique est en dessous de la croissance réelle d'aujourd'hui. Donc d'une certaine manière, on va avoir du mal à continuer à avancer dans l'espace parce que cette croissance réelle, elle va devoir tenir compte des limites de l'outil industriel, des limites des capacités de consommation des uns et des autres. Et par exemple, on va regarder de très près les ventes de voitures. Peut-être qu'on n'arrivera pas à battre cette année, en 2018, les sommets atteints au niveau des ventes de voitures aux États-Unis en 2017. Il y avait les ouragans en plus. Oui. Non, mais je veux dire, les ouragans ont joué un rôle parce que du coup, il y a beaucoup de personnes qui ont dû racheter leur véhicule et ça a dopé l'industrie, entre autres. Et est-ce que les marchés pressent déjà le plan d'investissement de Trump, en fait? Oui, bien entendu. Et on a des anticipations justement liées à la hausse des taux. Quand on regarde effectivement à terme ce que nous donnent les différents éléments qui nous permettent d'avoir une idée sur les taux d'intérêt. Donc oui, on s'attend à ce qu'il y ait énormément, un surcroît de croissance économique, mais ça paraît très difficile de rajouter ce surcroît de croissance économique dans une économie qui est déjà à fond. Ok. Très bien, bon, merci Gérard. Donc on va regarder dans ce contexte-là le S&P 500, non? Oui, on regarde le S&P 500 puisque la semaine dernière, on a payé le Nasdaq dans le rebond. La semaine précédente, on avait déjà fait une recommandation pour rentrer sur le marché américain. Et cette semaine, c'est une stratégie qui est identique à celle du CAC 40, c'est-à-dire que je pense que le rebond est maintenant terminé. On arrive sur une zone de résistance sur la moyenne mobile à 50 périodes. C'est également le 62% de retracement de toute la baisse précédente. Et à mon avis, on va avoir maintenant des opérateurs ceux qui ont payé le marché, vont prendre leurs bénéfices et on pourrait rebaisser et donc continuer cette consolidation. Alors nous pourrions rebaisser par exemple jusqu'à ce niveau à 2600 points. Il y a cette zone entre 2600 et 2560, mais en tout cas il me semble que le rebond amorcé ces dernières séances aux États-Unis est maintenant terminé et qu'on va maintenant assister à un repli et vraisemblablement un retour, alors peut-être pas aussi bas que 2600, peut-être que ça sera du 2625. En tout cas il me semble qu'on va retourner sur cette zone basse pour éventuellement peut-être construire une figure de retournement à partir de laquelle, s'il doit y avoir un rebond qui lui sera durable, eh bien c'est sur cette zone qu'il commencera donc à se construire. Donc vendeur dans le très court terme, en tout cas jusqu'à la semaine prochaine sur le S&P. Et on a donc choisi un turbo put infini et le code de ce produit c'est le 61DDB. Merci beaucoup Laurent. Donc sur le S&P 500, un turbo put infini 61DDB qui a ce matin un effet de levier de 13,95, son niveau de financement à 2916,66,5, sa valeur des activantes à 2829,16 et son prix de vente à 1,59 € pour un S&P 500 à 2721,31 points. Et on retourne dans le focus avec Gérard et on regardait Airbus. On a beaucoup parlé d'Airbus aujourd'hui, bien sûr, grâce à Youssef et grâce à nous aussi. Chant du cygne, blanc ou noir, parce qu'Airbus, s'il a enregistré une année historique au niveau de ses résultats, du nombre d'avions vendus l'année dernière, doit aujourd'hui faire face à un certain nombre de problèmes, des problèmes d'enquête sur des soupçons de corruption aux États-Unis, en Angleterre, en France, des problèmes liés à l'un de ces deux motoristes qui a du mal à suivre la cadence, et puis des problèmes liés à, j'allais dire, un changement de génération au niveau des dirigeants, en particulier le responsable de l'équipe commerciale qui fait valoir ses droits à retraite. Donc on a là des phénomènes d'ajustement. Il va falloir gérer ça et gérer finalement le succès en 2018 et continuer sur la lancée de 2017. Ça sera une ambition et en tous les cas c'est un objectif, ce sont des objectifs élevés. Merci beaucoup Gérard. Donc qu'est-ce que disent l'analyse technique sur Airbus en fait? Ça continue, ça va baisser? Qu'est-ce que va se passer? Alors, donc on a vécu une semaine exceptionnelle la semaine dernière avec le titre. Il est maintenant donc en inscription d'un nouveau sommet. Il est un petit peu suracheté. Moi, je continue de suivre la valeur parce que je pense que tout le potentiel n'est pas épuisé. Cela dit, en termes de timing, nous n'en avons aucun aujourd'hui. Donc, c'est certainement pas sur les cours actuels qu'on doit acheter si on est intéressé par le titre. Idéalement,
mais c'est vraiment idéalement parce qu'il y a beaucoup de force sur le titre. Si on revenait dans la zone des 90 €, ça serait vraiment une aubaine pour rentrer avec un niveau de stop qui se met soit sous la borne basse du gap haussier à 84, soit pour les plus conservateurs sous le point bas du trading range sous 82. En tout cas, sur le titre, si on a un retour sur 90 ou voire en dessous 86,50, tout ça est une zone d'achat. Et qu'est-ce qu'on vise? Dans un premier temps, le précédent sommet, c'est-à-dire là où sont les cours actuellement, à 96 €. Et il y a une cible théorique par extension de Fibonacci à 98,04. Donc vous voyez des cibles qui sont soit très réalistes puisque c'est le précédent sommet, soit marginalement au-dessus du précédent sommet. Mais on a en cas de repli un rebond qui pourrait être intéressant à jouer. Alors dans ce contexte donc d'achat sur des cours beaucoup plus bas, le varant que nous avons retenu c'est un varant call et son code c'est le 94 AAB. Merci beaucoup Laurent. Donc varant call c'est Airbus 94 AAB qui a ce matin effet de levier de 9,34 sans prix d'exercice de 105 €, c'est une échéance de 15 juin 2018 et son prix de vente 1,39 € pour Airbus à 95,74. Et on continue avec le focus et Nestlé L'Oréal et Gérard. Bien, what else? À propos de Nestlé, heureusement qu'il y a du café justement, et heureusement qu'il y a des pet food parce que le groupe va plutôt mal. Finalement, on s'est rendu compte que la croissance organique n'a été que de 2,47% l'année dernière, en 2017. C'est la plus faible depuis qu'on regarde un peu l'histoire longue de Nestlé, et donc on se rend compte que l'activiste qui s'appelle Daniel Loeb, qui est un activiste nord-américain qui cherche à obtenir de Nestlé qui sorte de sa participation dans L'Oréal, dont il estime qu'elle n'a rien à faire dans le groupe Nestlé, qu'elle n'a plus rien à voir avec la stratégie, qui demande une nouvelle définition, une nouvelle stratégie, il pourrait en tirer un certain nombre d'arguments et trouver des alliés pour effectivement faire bouger les choses, sachant effectivement que le pacte entre Nestlé et la famille Bettencourt arrive à échéance dans les prochaines semaines. On a un certain nombre de marchés où Nestlé est un peu en retard. L'Europe a été moyenne pour lui, les États-Unis ont été très moyens aussi, le Brésil est en déflation, et puis Nestlé n'est pas suffisamment présent sur les laits infantiles, par exemple en Chine, et il en souffre aujourd'hui. Donc à suivre, une situation qui pourrait évoluer, et avec très certainement une assemblée générale qui sera animée. Merci beaucoup Gérard. On passe tout de suite à notre prochaine rubrique qui s'appelle « À ne pas manquer ». Alors, dans la semaine dernière, on s'est attendu tous aux chiffres d'inflation dans les États-Unis. Qu'est-ce qu'il ne faut pas, je dirais presque, rater cette semaine? Est-ce qu'il y a des grandes choses? Pour continuer à s'angoisser, on va lire, et pour s'endormir le soir, on va lire les minutes, c'est-à-dire les verbatims, tout ce qui se sera dit dans les réunions des banquiers centraux, à la fois la Fed et la Banque Centrale Européenne. On s'apercevra qu'il y a un débat entre les faucons et puis ceux qui sont toujours colombes et qui ne souhaitent pas aller trop vite dans la hausse des taux d'intérêt. En Allemagne, on aura très rapidement les chiffres sur l'activité économique à travers le ZEW, et puis tout ce qui de près ou de loin va nous donner une idée de la production industrielle. Donc c'est les PMI market, et on aura la même chose, la production industrielle et les PMI market en zone euro. Donc une idée très précise de ce qui se passe au niveau de l'industrie européenne, et puis une foultitude de résultats, c'est tout à fait normal. Ouais. On n'en citera que quelques-uns. On se demandera si effectivement Target retrouve les faveurs des marchés ou s'il continue de ne pas faire rêver les foules, et puis toute une série de valeurs dont vous voyez ici les noms. Merci beaucoup Gérard, on est déjà à la fin de notre émission. Il me reste donc juste à vous donner rendez-vous pour cette semaine et la semaine prochaine. Donc je vous invite à nous retrouver le 22 février, le jeudi soir à 18 h, Laurent Albi, et voilà, ça sera avec moi cette semaine, pour notre webinaire revue technique des marchés. On va analyser peut-être aussi Ishimoku, ou comment il s'appelle. Et on sait où on va aller déjeuner ce midi, en tous les cas dans un restaurant japonais. Une très bonne idée. Et mardi prochain, le 26 février,
à midi, la prochaine émission 100% marché. Donc merci beaucoup à mes invités aujourd'hui, Gérard Impo d'avoir été avec nous, avec tous les infos sur le marché, et Laurent Albi. Merci Falco. Pour toutes les analyses techniques sur les actions. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la semaine prochaine. Au revoir.